Bonjour à tous. Je suis le docteur Hickenroth. Je suis responsable de la commission ville-hôpital au sein de la CME de la PHM. Et je suis ravie que vous nous rejoigniez pour la deuxième session de notre webinaire Parcours Santé, le webinaire qui améliore le lien ville-hôpital. Et aujourd'hui, on a l'honneur et la chance d'accueillir le docteur Klein qui va nous parler de comment améliorer ensemble la prise en charge des plaies complexes sur le territoire au sein du GHT. Voilà, je lui laisse la parole. Alors, merci au docteur Hickenroth de m'accueillir et de me donner l'opportunité de présenter un petit peu mon projet de prise en charge des plaies complexes qui s'articule dans un réseau ville-hôpital assez élaboré, un réseau qu'on a décidé d'appeler Playmobil et qui a reçu récemment un label Hachement Fier qui permet de valoriser un petit peu notre action. Alors moi je suis le docteur Arthur Klein, je suis chirurgien plasticien, praticien hospitalier dans le service du professeur Casanova à la conception au CHU, et je me suis intéressé à la pathologie, en fait à la prise en charge des plaies complexes il y a maintenant plus de 6 ans. Et je tente d'élaborer ce parcours de soins qui est en train de se concrétiser maintenant, qui a pris une nette accélération depuis 6 mois grâce à Lauriane Ayoub, qui est la présidente du GHT, qui m'épaule énormément dans cette dans ce déploiement. Et alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que j'ai été confronté en consultation à des plaies qui m'avaient l'air compliquées et qui mettaient un petit peu tous mes collègues en échec quand j'étais jeune interne. Et puis j'ai écrit ma thèse à ce sujet-là. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était une problématique qui était un petit peu sous-étudiée, un petit peu délaissée, alors qu'elle concerne énormément de patients, puisque l'épidémiologie montre qu'il y a à peu près 2% de la population actuelle qui est touchée par ces plaies jugées complexes, et puis que ça engendre un coût conséquent, puisque ça, en France, ça coûte 1,5 milliard d'euros par an. Dans un budget de la sécurité sociale qui est à 500 milliards, on est quand même sur une tranche conséquente. C'est à peu près le 9e poste de dépenses des santé entre l'orthopédie et la cardiologie. Et pourtant, il n'y a aucun référentiel, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de guidelines. Et il m'a semblé intéressant d'essayer d'organiser un petit peu notre action de soignants en s'articulant en réseau. Alors, sur le réseau PACA, sur la région PACA, il y a 500 000 patients qui sont porteurs de plaies complexes. Avant, on disait plaies chroniques. Moi, je pense que cette sémiologie, cette sémantique, en fait, est quelque chose d'important, puisque la plaie chronique condamne le patient dans une situation déterminée et finalement invariable, alors que la plaie complexe montre quand même qu'en travaillant de manière consciencieuse et en s'articulant entre différents professionnels de santé, on va arriver à les soigner. Et aujourd'hui, on n'a presque plus d'échecs de prise en charge de ces plaies. Même quand il y a 40 ans de pansement, on arrive à soigner ces patients. Et donc, il ne faut pas les condamner dans cette case desquelles ils ne vont pas réussir à sortir. Et puis, bon, comme je disais, du coup, cette multidisciplinarité engendre une action en réseau qui doit s'articuler pour venir à bien de ces problématiques-là. Donc, l'objectif de notre réseau, c'est de repérer les situations à risque de chronicisation pour les patients qui présenteraient une plaie et qui auraient un bagage d'antécédents qui permettraient d'identifier un risque de chronicisation et puis de limiter un petit peu les errances entre différents professionnels qui ne sont pas forcément très bien formés ou très intéressés à la problématique. Et puis pour les patients qui sont déjà dans la spirale de la chronicité, c'est de les soigner, de les faire cicatriser. Et ça, on y arrive en s'articulant entre différents professionnels de santé. Alors ça, c'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose, ces réseaux de soins qui placent au centre de la prise en charge les patients existent en dehors de nos frontières. Les pays scandinaves ont tout à fait compris la problématique. Et les Allemands et les Britanniques ont carrément dérivé des cliniques qui placent le patient porteur d'une plaie au centre de la prise en charge, des wound care centers, on appelle ça pour les anglo-saxons. Et donc, ce sont des hôpitaux qui sont basés sur la prise en charge de ces plaies complexes. Donc, si ça a été créé, c'est que c'est nécessaire et que ça fonctionne. Et puis moi, en gros, le parcours de soins, il s'articule comme ça. Donc, une première consultation, un patient qui est inconnu de notre entité, on met en place une algégie pour bilanter la plaie, puis après on organise un suivi. Et ce suivi va parfois mener à une hospitalisation quand il faut réaliser une greffe de peau ou que la plaie s'aggrave. Et puis après, on va articuler un suivi post-cicatrisation pour éviter la récidive. Donc cette activité, elle existe déjà à la PHM, en particulier à la conception, puisque c'est là que je travaille depuis maintenant plus de 6 ans. Donc dans le service de chirurgie plastique, il y a une consultation médicale plaie chronique par semaine.
Et cette consultation, elle est dirigée par mon infirmière référente diplômée du DU Plaie et Cicatrisation, Aurélie Garcia, et puis moi-même, et on marche vraiment en binôme, en couple. Il y a vraiment un aspect good cop, bad cop, il y a une vraie, il y a une vraie interaction entre nous. Je pense qu'on est l'exact négatif l'un de l'autre. Et puis finalement, ça permet de bien travailler comme ça. Et on travaille aussi avec 2 boîtes mail que certains d'entre vous connaissent. Et ces boîtes mail nous permettent de faire un petit peu de la télémédecine, de la téléexpertise, mais qui n'est absolument pas comptée comme du travail effectif, ni sécurisée par des canaux qui sont aujourd'hui nécessaires pour échanger des informations médicales. On va voir après qu'on va pallier à cette problématique-là en utilisant un logiciel qui va permettre de révolutionner un petit peu la prise en charge de la téléexpertise et de la téléconsultation. Donc le parcours, voilà, je voulais un petit peu détailler rapidement tout à l'heure. On évalue le patient, on pose un plan de traitement. Est-ce qu'on va arriver à le cicatriser spontanément ou est-ce qu'il va falloir qu'on fasse une greffe de peau? Puis après, on prend en charge la plaie. Parfois, il faut mettre des gants, il faut utiliser un petit peu des outils pour la nettoyer, pour la parer. Et puis enfin, on choisit le pansement. Finalement, c'est un paramètre qui pour moi, n'est absolument pas essentiel. C'est quelque chose d'accessoire puisque la prise en charge holistique du patient est bien plus intéressante. La plaie, c'est un symptôme, c'est pas une maladie en elle-même. Il faut soigner la maladie qui cause cette plaie plutôt que de se jeter sur le choix du pansement magique qui n'existe pas et auquel cas on va finalement ne pas être efficace. En pratique, ces consultations ont doublé tous les ans. Dans mon service de chirurgie plastique, j'ai en permanence entre 1 et 4 patients qui sont hospitalisés pour des problématiques de plaies complexes, des ulcères, des escarres. Ma durée moyenne de séjour est assez longue puisque c'est des patients qui nécessitent des soins, des passages au bloc opératoire quand ils sont hospitalisés chez moi. Comme je le disais, donc au bloc opératoire, on a à peu près, je réalise une centaine d'interventions par an, mais de plus en plus sous anesthésie locale pour des problèmes d'accès au bloc. J'ai appris à me passer du bloc opératoire et puis finalement, il n'est pas si essentiel que ça, sauf cas extrême. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la boîte mail, on reçoit entre 10 et 20 mails par jour, 10, 20 demandes d'avis, demandes de téléconsultation, qui sont extrêmement chronophages et qui nécessitent un outil adapté. On réalise aussi des activités pédagogiques parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de formation, aussi bien à l'école infirmière qu'à l'école de médecine. Moi, je ne me souviens pas avoir eu de cours sur la cicatrisation lors de mes études de médecine. Et donc, ça passe en fait par ces petites activités pédagogiques pour essayer de prêcher la bonne parole. On s'organise aussi en groupe de travail. On a déjà commencé à faire ça il y a plus de 2 ans à la PHM. Les différents intervenants médicaux et paramédicaux se réunissaient un petit peu en soirée pour essayer d'établir des guides de recommandations pour chaque plaie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de débrouiller un petit peu le chemin d'un infirmier un peu perdu face à une plaie dans les murs de la PHM. Et donc, l'objectif, c'est de sortir des murs de la PHM pour se répandre et s'articuler entre les différents CH du groupe hospitalier de territoire et puis, enfin, secondairement, entre la ville et l'hôpital. Donc, la multidisciplinarité de la prise en charge de ces plaies est très vaste, hein, parce que moi, pour soigner une plaie, il est vraiment pas rare que j'ai affaire à parfois 5-6 médecins de spécialités différentes, et puis des paramédicaux aussi. Hein, les infirmières spécialisées sont bien évidemment au cœur de la prise en charge, puisque c'est elles qui font le pansement quotidiennement au chevet du patient. J'ai besoin aussi parfois de kiné, de podologue, et puis d'assistante sociale, parce que la plaie, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qui touche rarement les populations favorisées. Il y a souvent une part sociale dans la prise en charge de ces problématiques. Et donc, comme je le disais, la prise en charge holistique du patient me fait vraiment s'articuler. En fait, il faut qu'on s'articule entre les différents spécialistes. Donc là, aujourd'hui, on en est au stade où le médecin référent au CHU, moi-même, s'articule avec mon infirmière référente. Et puis, on visite un petit peu les différents centres hospitaliers partenaires du GHT qui ont mis en place la coordination. On repère des infirmières référentes dans chaque hôpital, et puis on va les former, on va les labelliser, et on va hiérarchiser un petit peu les recours différents. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on s'articulera avec la ville, et ça va être vraiment les CPTS, et je suis très heureux d'être accompagné par 2 représentants de CPTS ici, du réseau 5 et 5, 6 et 4, c'est ça? 5, 6, non, c'est Johanna qui est 13, il y a Antoine 13, 14. Il y a 4, 5. 4, 5 et 4, 5. 6 et 13, 14, 15. Non, 13, 14, 15. Voilà, c'est déjà pas mal. 12, 13. 11, 12, 13. Non, excusez-moi. 11, 12, 13, qui entend Johanna. 11, 12, 13. C'est ça? Oui. Confirme. Oui. En fait, les CPTS vont vraiment être, on va le voir tout à l'heure, hein, au centre de tout ça aussi, puisqu'il va falloir mailler tout le territoire de la région PACA.
Donc les outils, finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour prendre en charge des plaies chroniques et complexes. Il y a besoin de box de consultation, d'une infirmière motivée et diplômée éventuellement, puis des supports pédagogiques qu'on a rédigés lors de nos soirées intra-APHM. Et puis moi, sur place au CHU, j'ai un peu plus d'outils puisque j'ai accès au bloc opératoire, j'ai des lits d'hospitalisation, et puis j'ai mes salles d'anesthésie locale. Il est prévu que je me déplace dans les différents centres hospitaliers partenaires pour mettre en place des consultations pour les patients qui sont pas transportables ou alors de manière ponctuelle pour venir opérer des patients. C'est quelque chose qui est prévu dans le contrat de partenariat. Et puis pour s'articuler avec la ville, la téléconsultation avec Rofim, un outil d'expertise dont la PHM s'est dotée récemment, va être au centre de notre communication. Alors ça, c'est tous les établissements qui sont les partenaires actuels de notre projet. On en a visité déjà quelques-uns avec Madame Ayoub. Et pour chaque infirmière experte qu'on va repérer dans chaque établissement, on va rédiger des protocoles de coopération au cas par cas pour déléguer des gestes et puis lui permettre d'agir en autonomie relative. Donc là, c'est vraiment la partie dans laquelle on est actuellement. C'est repérer et former les infirmières référentes des différents CH, et puis la communication, ce qu'on est en train de faire présentement, essayer de nous faire connaître, et puis commencer un petit peu à lancer des petites bouteilles à la mer. On existe, on est là. Et à venir, donc les flyers et les fiches pratiques de prise en charge des plaies pour chaque étiologie de plaie sont en cours d'impression par l'assistance publique. Et puis l'outil de téléexpertise, Rofim, que moi j'ai pu voir en démonstration il y a un mois, qui a été développé par un confrère, le Dr David Bensoussan, et dont la PHM s'est dotée pour réaliser des RCP, des IRCP entre les différents centres hospitaliers, m'a l'air tout à fait adapté finalement à la communication des praticiens de santé en ce qui concerne les plaies, puisque c'est quelque chose de simple que j'ai pu voir en action, rapide, et puis surtout, moi, ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est qu'il était installable sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, et ça permet en fait, quand on est face à une plaie, de prendre une photo, on peut requérir un avis d'expert que je représente. Le paramédical, par exemple, qui est face à une plaie qui lui pose problème, peut dégainer son téléphone au chevet du patient, prendre une photo, remplir le petit formulaire de 3-4 questions rapides que j'ai soumis à l'application. Et puis moi, en fonction du degré d'urgence que le praticien de santé requiert, je vais pouvoir répondre à sa demande d'avis, soit en direct quand c'est quelque chose qui ne peut pas attendre, soit après le soir en rentrant. On a plusieurs notifications en attente, et donc là, on répond aux demandes entre confrères quand c'est la téléexpertise, ou alors avec le patient au centre de la prise en charge lorsqu'il s'agit d'une téléconsultation qui sont réalisées sur des créneaux dédiés. Et moi, j'avais peur, quand on m'a parlé de cet outil, j'avais peur de devoir que le praticien de santé doive prendre une photo avec son téléphone, l'uploader sur son ordinateur, passer par un logiciel tierce qui serait un peu bancal, et puis finalement, en fait, ça n'aurait pas été pratique, ça n'aurait pas été efficace, et les personnes sont servies. Là, vu la facilité d'utilisation de ce dispositif, il me semble que ça va complètement remplacer notre boîte mail, que ça va complètement remplacer mon téléphone privé, et qu'on pourra comme ça échanger de manière très sécurisée pour le bien du patient. Alors maintenant, cet outil, il n'est pas encore utilisable tout de suite. On espère pouvoir l'utiliser d'ici un petit mois. Il va s'articuler donc entre les différents hôpitaux du GHT, dans un premier temps, et puis après, par l'intermédiaire des CPTS, avec un réseau ville-hôpital bien élaboré et bien tissé. J'imagine que vous avez pas mal de questions, et moi je serais très heureux d'y répondre. Alors après, en ce qui concerne la codification, je ne suis pas un médecin envoyé spécial par Amélie, je vais avoir peut-être un petit peu du mal sur la technicité de la sécurité sociale et ce genre de choses. Mais je serais ravi de répondre à toutes vos questions, et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence ce midi en nombre. Arrêtez le partage. Alors le chat. Bonjour. Donc, on est très heureux d'accueillir ceux qui sont arrivés en cours de route. Et donc, à nos côtés, là, pour animer un peu cette session, je vais vous laisser vous présenter.
Oui, donc Yamina Amadi-Devez, je représente la CPTS du 6e arrondissement, Marseille, et je suis infirmière libérale en activité. Et Lucia Drovet, moi je suis infirmière libérale aussi en activité dans le 5e et chargée de projet à la CPTS du 4-5. Et Johanna? Bonjour, je suis Johanna Guillanton, je suis la directrice de la CPTS Itinéraire Santé sur les 11e, 12e et 13e arrondissements. Merci. C'est déjà bien assez grand. Je ne sais pas si on a une question. On a une question. Je pense que c'est Oui, moi j'avais une première question, je voulais vous remercier, c'était vraiment très intéressant. J'avais 2 questions. Est-ce que cette application qui sera du coup mise à disposition des professionnels de santé de ville aura un coût pour Oui. les professionnels de santé? J'entends. Oui, absolument. Dans le monde dans lequel on vit, ça aurait été étonnant qu'elle soit gratuite. Mais oui, elle a un coût. Et alors, pour avoir discuté avec différents représentants de différents CPTS, elle a un coût qui est pas négligeable, puisque en fonction de la taille de votre CPTS, ça peut représenter un obstacle. Il y a des CPTS qui utilisent déjà Doctolib, Omnidoc. Il y a différents logiciels qui sont sur le marché. Et c'est vrai que si vous êtes déjà doté, ça va être compliqué peut-être pour vous de dégager des ressources supplémentaires pour se doter d'un deuxième outil. Mais oui, elle a un coût et je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais pas ce coût. Mais c'est clair que ça a un coût, ouais. D'accord. Merci. Et donc, une deuxième petite question sur le point de vue pratique. Est-ce que vous avez une notion du délai? Parce que j'ai noté que les patients pouvaient être hospitalisés en courte durée, je suppose. Quel est le délai de traitement pour qu'un patient soit admis et combien de temps en moyenne il peut rester? Alors, c'est très compliqué. Tout à l'heure, Yamina m'a posé une question sur la temporalité de la plaie. C'est quoi une plaie chronique? À partir de combien de temps on parle de ça? Je pense que c'est pas une question de temps. En fait, ça dépend. Hein. Moi, je suis amené à hospitaliser assez peu de patients parce que j'essaie de faire quand même beaucoup d'ambulatoires. C'est des patients qui sont souvent assez âgés. La gravatisation due à l'hospitalisation, c'est quelque chose que vraiment j'essaye de mesurer avant chaque indication d'hospitalisation. Mais l'hospitalisation n'est pas un but en soi. Je pense que c'est plutôt même parfois un échec. A priori, on ne devrait pas avoir souvent besoin de cet outil-là. Et puis moi, les délais pour que moi je les vois en consultation, c'est une question que j'ai peut-être comprise à l'envers. J'ai pas mal de délais aujourd'hui, effectivement, pour les voir. Ouais, ça met 2-3 mois avant de pouvoir me rencontrer. Mais en tout cas, la temporalité, c'est pas pour moi un paramètre à placer au centre de la problématique. C'est pas ça le problème. L'ancienneté, c'est pas quelque chose d'important. Je vous remercie. Moi, j'ai 2 questions. Vous avez parlé d'infirmières spécialisées ou labellisées. Donc, ça, c'est pour l'hôpital, a priori. À domicile, est-ce qu'il y aurait, ça serait une contrainte d'avoir à être labellisé pour travailler en réseau avec cette application-là? Alors, non, je ne pense pas que ça soit une contrainte, mais par contre, je pense que c'est quelque chose auquel je tiens, ce label, pour que vous appreniez à discuter un petit peu ensemble, à parler le même langage, mettre à jour un petit peu les connaissances, parce que les infirmières qui ont eu le DU il y a 15 ans, par exemple, n'ont pas forcément reçu le même enseignement que vous, qui l'avez eu plus récemment. Donc, je pense que ce label qu'on va mettre en place pour les infirmières libérales qui veulent participer au réseau de soins, c'est quelque chose qui me semble souhaitable, mais qui ne va pas forcément être obligatoire, parce qu'à mon avis, Rofilm, vous allez pouvoir vous l'installer dans vos CPTS et puis me demander un avis, même si vous n'êtes pas membre du réseau à part entière. C'est ouvert à tout praticien de santé. Mais moi, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens pour donner un petit peu un esprit de corps et d'appartenance à un groupe d'action efficace de la prise en charge des plaies. Parce que le DU, on a à peu près 2000 infirmières qui sont titulaires du DU maintenant depuis des décennies qu'il existe, mais je peux pas choisir de travailler uniquement avec des infirmières qui ont le DU parce que sinon je vais me heurter à des problématiques de désert. Il y a forcément des zones où il y en a beaucoup moins que d'autres. Et non, l'objectif c'est que ce label vous permette un petit peu de mettre à jour les connaissances et ça sera un truc Calliope qu'on est en train de mettre sur pied avec Lauriane Alub actuellement. Mais c'est pas obligatoire du tout. Ouais. Et du coup, j'avais une deuxième question sur. Alors là, actuellement, vous avez une adresse mail qui absorbe déjà beaucoup de demandes. Là, au bout de l'application, vous allez être tout seul avec Aurélie à absorber toutes les demandes de Marseille. Ouais, mais en fait, c'est pas le problème, c'est pas le. Effectivement, on a beaucoup de travail avec Aurélie parce que
le problème, c'est qu'ils ne soient pas reconnus comme étant du travail. C'est ça qui nous fait un petit peu nous sentir embêtés par tout ça. C'est qu'on fait du travail et puis qu'elle se met dans son coin sur son ordinateur, elle répond aux boîtes mail, elle ne participe pas au roulement des soins. C'est compliqué pour ses collègues. Ouais, elle ne fait rien, elle est sur ordinateur. Non, alors eux, ils ont compris qu'elle faisait un travail hyper valorisable, mais c'est surtout le manque de reconnaissance qui fait qu'on n'est pas trop capable actuellement d'absorber la charge de travail. Je pense que quand ça sera reconnu comme étant du travail valorisable, il y aura beaucoup plus de facilité pour nous d'abattre la charge de travail Mais effectivement, à deux, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais il va bien falloir qu'on roule comme ça au début au moins, quoi, avant d'avoir fait nos preuves. C'est vrai que c'est la même chose à domicile, en termes de valorisation du travail et de... Et oui, il faut qu'effectivement, et c'est d'ailleurs l'objectif de la télé-expertise, c'est que la télé-expertise, elle rémunère le spécialiste qui donne son avis, donc moi et Aurélie, mais elle rémunère aussi le praticien qui a besoin d'aide. C'est-à-dire que c'est... Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste et je ne travaille pas chez Amélie, mais il me semble que l'expert reçoit 20 € par avis et que l'infirmier ou le praticien médical qui requiert l'avis prend 10 €. Et tout ça, après, c'est facturé par une e-feuille de soins que Rofilm intègre un petit peu à son dispositif, qui épargne de la paperasse supplémentaire pour se faire rémunérer. Alors, voilà, effectivement, on peut faire maximum 4 demandes par patient et par an. Mais c'est quand même, moi, ça me semble que c'est quand même largement suffisant parce que mes patients qui ont des plaies chroniques qui sont plutôt calmes, je les suis parfois pendant des années avant d'arriver à les cicatriser, mais en pratique, c'est tous les 2-3 mois que je les vois en consultation. Donc, on pourrait imaginer un suivi, en fait, tout simplement, par l'intermédiaire du praticien santé qui le suit en libéral en ville. 4 fois par an, ça me semble être largement suffisant pour avoir de l'aide ponctuellement. C'est pas un frein pour moi, ça. C'est par patient. Donc après, on peut multiplier tout ça par le nombre de patients qu'on a en charge. Alors, je vois une question de la part de la pharmacie. Ouais. Okay. On a une question dans le chat, question de la part du service pharmacie du siège d'Aubagne. Avez-vous pensé à intégrer une formation dans nos réseaux? Certains ont une formation plaie et cicatrisation et sont impliqués dans la prise en charge des plaies, notamment sur le siège d'Aubagne. Ah bah ça, c'est très intéressant. Oui, effectivement, quand on fait le tour des CME, on a eu cette même question de la part du pharmacien de Martigues. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en faisant ma tournée des centres hospitaliers du GHT que parfois, il n'y a pas de Aurélie Garcia sur place, mais il y a un pharmacien qui est sollicité par les praticiens santé. J'ai un problème de plaie, je te montre la photo, le patient il est victime de telle et telle maladie. Qu'est-ce que tu mettrais toi? Et c'est vrai que le pharmacien, de par sa connaissance de tous les dispositifs médicaux qui sont à disposition sur le marché, eh ben, parfois il acquiert une expertise sur la cicatrisation. Et moi, je suis tout à fait ouvert à travailler avec les pharmaciens. Amélie Payan, je vais prendre votre nom, parce qu'on passe par Aubagne bientôt. Et si vous êtes pharmacienne, je vous contacterai et puis j'espère que vous serez à la CME locale quand on passera pour trouver les éléments intéressés par notre partenariat. Mais oui, les pharmaciens, infirmières, kinés, podologues, on a besoin de tout le monde pour ce réseau. Et les pharmaciens sont tout à fait les bienvenus, bien entendu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Moi, j'aurais aimé savoir si vous avez un retour d'expérience sur l'outil Rofilm, sur d'autres structures par rapport versus le CPTS. Alors non, moi j'ai eu une démonstration en live de l'outil qui m'a semblé vraiment encore une fois hyper adapté, très simple, photo. Là je suis en train d'élaborer les 4 questions que je vais demander aux praticiens qui me requièrent un avis. Donc ça sera antécédent du patient, Doppler, parce que vraiment un Doppler est obligatoire pour se rendre compte de l'origine de la maladie, l'étiologie de la plaie. Oui, je me suis collé dans la table basse, mais est-ce que j'ai des bonnes artères? Est-ce que j'ai des veines fatiguées? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, de connaître l'origine de la maladie, les antécédents, et une photo de la plaie. Voilà, quelque chose de très simple, en fait. Et c'est tout à fait possible avec Rofilm, par Internet, un petit menu déroulant hyper simple d'accès. Mais moi, j'ai pas eu je sais qu'ils sont développés déjà depuis longtemps et qu'à Marseille, on arrive un peu tard par rapport à leur déploiement. Il y a plusieurs dizaines de milliers de médecins qui utilisent Rofilm. C'est quelque chose de robuste, de reconnu, et ça fait des années qu'ils sont en place sur tout le territoire français. Et pour nous proposer au CPTS, je sais que c'est dans un mois, mais pour nous, vous avez une idée à peu près? C'est encore sur l'année ou... J'espère avant la fin de l'année largement. Parce que là, je pense que dans quelques mois, on sera bon sur l'articulation ville, CHU, CH. Ouais. Et puis, deuxième moitié de l'année, ça va être ville-hôpital. Ouais. Ça va aller vite maintenant, avec Rofilm.
Eurofilm, c'est utilisé, là ils sont vraiment en train de le déployer pour tous les praticiens. Et sinon, c'était utilisé pour les RCP dans mon service pour l'endométriose et pour la cancéro ou les fibromes. Et ça fonctionne bien. En tout cas, ça permet de sécuriser les demandes. Ça permet d'échanger des avis aussi, en plus de la télé-expertise, de la télé-consultation. Ouais, c'est parce que on peut aussi, quand on reçoit un avis, par exemple, si moi je reçois un avis d'un infirmier d'un CPTS, un libéral, et qui me demande de l'aide face à une plaie, et que moi je vois que je vais avoir, par exemple, besoin de l'aide d'un autre spécialiste, je peux aussi, moi aussi, déclencher une télé-expertise sur une télé-expertise. Enfin, c'est un truc après qui va mettre en relation dans un petit chat assez vivant les différents praticiens qui sont au centre de la prise en charge d'un même patient. Et on peut échanger un peu comme sur WhatsApp ou sur une messagerie instantanée standard. On a un historique de discussion, on peut parler en direct ou alors s'envoyer des mails dans une chaîne qui apparaissent assez bien. C'est vraiment un outil hyper souple. Alors moi, j'avais essayé un petit peu aussi Doctolib, par curiosité. J'ai trouvé que c'était aussi un bon logiciel. Hein. Je ne dis pas que Eurofilm écrase la concurrence. Je dis que c'est juste le truc qu'on va avoir à disposition, c'est le choix de la PHM. Et il va falloir qu'on fasse ça. Du GHT, pardon. Ouais. Alors, je me permets une petite précision. Bonjour, excusez-moi, j'arrive au milieu de la réunion. Je suis le docteur Ocard, infectiologue à Martigues. Je rebondis sur Eurofilm parce que nous, ça y est, ça vient d'être signé et la semaine prochaine, il y a un Zoom pour expliquer comment ça fonctionne, comment les praticiens peuvent demander l'avis et comment le requérant peut donner l'avis, etc. Donc, si ça intéresse des membres, je ne sais pas exactement qui est là aujourd'hui, mais si ça intéresse des médecins, je peux vous faire passer le lien Zoom. Et je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Arthur, c'est que moi, en étant infectieux, il y a peut-être des plaies où il y aura éventuellement un besoin de coparticipation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est sûr qu'Eurofilm, pour ça, va être très utile. Et donc, voilà pour la partie Eurofilm. Et je me permets une question, tant que j'ai le micro, entre guillemets. C'est que je t'avais demandé, Arthur, par rapport à l'infirmière, mais je n'ai pas hyper bien compris la réponse parce que, comme je te disais, en parallèle, je suis en train d'essayer de monter un projet d'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie sur le GHT en lien avec Martigues, Aix et l'IHU. Et j'aimerais, le but est d'avoir une infirmière. Alors, pour l'instant, à mi-temps, selon les budgets, à 0 selon les budgets, à mi-temps ou à temps plein. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement discuter d'une coparticipation ou en tout cas, comment vous voyez les choses avec l'infirmière à Martigues? Est-ce que c'est une par service? Est-ce que c'est une coordinatrice pour tout, etc. Et voilà, comment essayer je pense qu'il faut. Salut Marie, je suis content de te voir ici aujourd'hui déjà pour commencer. Ton retour sur Eurofilm, oui, ça m'intéresse déjà ton lien pour apprendre un petit peu aux praticiens de santé comment est-ce qu'on s'en sert. Je ne sais pas qui c'est qui te l'a envoyé. C'est ton administration? Du logiciel. Ok. Ça m'intéresse. Et en ce qui concerne l'infirmière, moi, j'ai aucune marge de manœuvre sur l'ouverture d'un budget. Hein, tu imagines bien, je suis un employé. Budget, moi, j'en aurais pas. Hein, c'est compliqué. Je le sais très bien. Oui, ça me semble, entre l'infectiologue et puis le plasticien, il y a tout à fait un lien à faire pour la prise en charge des plaies complexes. Moi, j'aimerais beaucoup. Si toi, tu arrives à débourser quelque chose pour embaucher quelqu'un, qu'elle soit un petit peu mixte, et puis qu'elle ait un travail à mi-temps pour toi, à mi-temps pour moi, ça serait vraiment quelque chose d'idéal. Mais là, je pense que dans un premier temps, moi, je vais devoir faire un peu tout seul avec Aurélie, et puis repérer les éléments qui existent déjà sur place. On n'a pas du tout de recrutement qui sont envisagés pour l'instant, en tout cas. Mais quand on aura balayé l'ensemble du territoire et que j'aurai montré l'efficacité de mon travail, je pense que ça sera peut-être un petit peu différent, mais dans plusieurs années, à mon avis. Et quand tu avais discuté lors de la précédente réunion où je n'avais pas pu venir avec les cadres de pôle de Martigues, en tout cas, je parle que pour Martigues, qu'est-ce que tu avais conseillé, qu'est-ce que tu avais proposé les cadres? Est-ce qu'elles allaient sélectionner une infirmière peut-être référente par service ou pas ou... En fait, on en est au recensement pour l'instant.
trouver les éléments qui sont intéressés et puis surtout les former. Ça ne sera pas une infirmière dédiée à tout ça, ça sera du travail en plus ou alors aménagé. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit quelqu'un de volontaire. Moi, je suis quelqu'un de gentil. J'ai pas du tout envie de forcer qui que ce soit à avoir du travail en plus parce que c'est du travail en plus. Aurélie Garcia, elle est sous l'eau, mais elle aime ce qu'elle fait parce qu'on valorise énormément son action. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'on va devoir un petit peu tirer les ficelles. C'est la valorisation de l'action infirmière, la labellisation, tout ça qui va permettre un petit peu de lui dégager du temps et puis que ses collègues comprennent que oui, elle a ça en plus à faire. Donc, ça fait un petit peu plus peut-être de travail sur ses collègues qui ne sont pas impliqués dans la prise en charge des plaies complexes. Mais c'est un problème face auquel on est confronté, de trouver un élément qui soit déjà sur place et qu'on n'ait pas à embaucher en plus. Okay. Ça, c'est quelque chose, voilà, pour l'instant, on a la phase de recensement. Bah, écoute, on en comme tu dis, au bout d'un an que ça marche, que les gens, ça leur plaît, etc., et qu'il y aura des chiffres, parce qu'il n'y a que ça qui peut justifier, qui peut aider pour un financement, on le sait bien. Ben, effectivement, on pourra éventuellement discuter. Si j'arrive, moi, à trouver une infirmière à mi-temps, que l'autre mi-temps soit complété, ça pourrait être intéressant. C'est idéal. Il faut qu'on en reparle dans quelques temps. Okay. On a une autre question dans le chat. Ouais. Est-ce que vous avez une expertise concernant… Donc, c'est une question du docteur Laroche, ouais. qui est du CISI de Sainte-Marguerite. Est-ce que vous avez une expertise concernant les plaies ulcérations induites par l'injection de toxiques? Ouais, alors le premier hôpital qu'on a visité lors de la mise en place du projet, c'était Allo. Et à Allo, il y a une consultation pluridisciplinaire avec un infirmier qui est titulaire du DU et une addictologue qui font des consultations plaies et addictions. Alors le problème de ces injections, c'est que ça fait des plaies qui sont redoutables effectivement parce que ça va souvent jusqu'à l'os, avec des dégâts cutanés qui sont rarement rattrapables. Mais comme pour toute autre plaie, il faut soigner la maladie et que tant que le patient continuera à s'injecter des produits, la guérison est complètement utopique. Donc, la guérison de la plaie passe par le sevrage de la toxicomanie. Et après, évidemment, on peut y arriver, mais c'est quelque chose, c'est partie des plaies les plus compliquées que j'ai à soigner. Hein. C'est des plaies qui sont vraiment catastrophiques, souvent, avec des ostéites sous-jacentes, d'où l'apport de l'infectiologue, d'où l'apport du chirurgien, parce que c'est souvent des plaies qui sont chirurgicales, celles-ci, hein, à terme. Mais le sevrage passe en priorité. Et oui, le partenariat avec Allo est en train de se mettre en place pour ces pathologies particulières. Ah bah voilà, les deux est parti. Super. Oh, mais ça bon, on va pas recruter manifestement, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des patients qui sont encore une fois, hein, je parlais du lien entre le côté social défavorisé et puis l'apparition d'une plaie. Ça vraiment, on est en plein dedans. Hein. C'est typique des patients qui ont des plaies comme ça. Mais il y a quelque chose à mettre en place là-dessus. Moi, j'ai juste une petite question pour inscrire dans la bonne compréhension. Je reviens sur l'infirmière labellisée. Ouais. Donc, si elle n'est pas détentrice du DU, est-ce que vous préconisez, vous, des formations types ou... Alors, les formations types, elles n'existent pas vraiment. Moi, je fais pratiquement tous les mois avec des laboratoires privés des ateliers de formation, parfois dans des endroits un peu sympas, où je suis effectivement rémunéré, mais je parle de ce que je veux, mon discours est libre, et j'ai tout un panel de cours que je sors régulièrement, tous les mois. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous pouvez avoir accès à ces cours qui sont pour moi la seule possibilité pour les infirmiers de se former au quotidien aujourd'hui. Il faut… Oui. Est-ce qu'on pourrait penser peut-être à des formations type e-learning qui donneraient une qualification de base en fait aux infirmières pour pouvoir avoir accès à ça? Alors c'est du travail, hein, je ne sais pas exactement qui pourrait le faire, c'est assez utopiste sans doute comme question, mais est-ce que ça serait envisageable? Il faut se rapprocher des IFSI, je pense, des écoles infirmières pour essayer d'inclure un peu de formation à tout ça, quoi. Moi, en fait, je ne parlais pas des infirmières de base. Donc, je parlais des infirmières consoeurs du terrain, du territoire, qui ont déjà la maîtrise de la prise en soin des plaies. Et justement, comme vous disiez, il y a plein de la façon de traiter change, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a 20 ans n'est plus aujourd'hui. C'est en fait, je parlais plus de cette réactualisation, parce que les plaies, donc on les prend en soin, et c'est notre cœur de métier. C'est l'intérêt de ce label, justement, parce que ça ne sera pas juste mettre une étiquette à côté du nom d'une infirmière, ça sera vraiment les reformer, les mettre en réseau entre elles aussi, parce que vraiment c'est tisser un maillon de collaboration territoriale, et puis voilà, ça permettra de les former, des ateliers qui seront dédiés à ces infirmières labellisées. C'est le projet, absolument. Moi j'avais
une autre question. Est-ce que les infirmières, parce que là, on parle des CPTS, effectivement, mais est-ce que, c'est plutôt une question en fait, pour les directeurs des CPTS, est-ce que vous pensez que toutes les infirmières sont rattachées à une CPTS, c'est une obligation? Ou est-ce qu'il y a aussi des électrons libres? dirons-nous Les électrons libres, ce n'est pas une obligation. Je veux dire, vous adhérez si vous le souhaitez, si vous avez adhéré au projet de santé du territoire. Bien sûr. Mais on répond à des missives ministérielles. Nous savons à que justement, pour être dans les parcours exercices coordonnés, on se devait de se mutualiser, de regrouper, d'où notre présence aujourd'hui. Non, non, mais c'est bien, mais c'est pour savoir. Non, c'est pas Oui, ça oui, la question. Je m'excuse si vous l'avez pas bien pris parce que je voulais pas. Ce que je veux dire, c'est que ce projet, je trouve absolument, enfin, c'est formidable, c'est génial. Mais est-ce que du coup, on a un maillage suffisant pour pouvoir atteindre toutes les infirmières? Est-ce que une infirmière qui serait pas dans une CPTS pourrait en bénéficier aussi? Ah oui, c'est ouvert, mais la connaissance justement du dispositif, la connaissance de ce dispositif, madame, si vous n'êtes pas dans un groupe, comment l'information vous allez l'avoir? C'est effectivement un problème. Et puis l'infirmière électron libre, elle ne pourra pas se permettre de payer Rofim aussi. Mais c'est ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ce que Donc c'est pour ça que la boîte mail va aussi, rester ouverte, mais et puis surtout aussi pour que les patients puissent continuer à communiquer avec nous, parce que sur cette boîte mail, il y a beaucoup de patients qui parlent avec nous, où il n'y a pas d'intermédiaire de personnel de santé entre eux et nous. Et donc malgré tout, on va quand même devoir garder un canal de conversation pour les gens qui ne sont pas labellisés, puisqu'on a quand même une mission de santé publique qui est réelle, et on ne peut pas fermer les portes si on n'est pas détenteur du laissez-passer. Mais oui, vous avez raison, Madame Minetti, je pense que c'est un peu compliqué pour les électrons libres parce qu'ils ne vont pas avoir les outils nécessaires pour se faire rémunérer à leur juste valeur quand ils requièrent un avis d'expert. Bah, complètement. En tout cas, bravo, c'est formidable. Merci. Les infirmières libérales, dans le cadre du DPC, réactualisent aussi leurs connaissances sur les plaies de la cicatrisation. Elles peuvent faire il y a des formations de 2 jours qui seront dispensées. Après, c'est Calliope aussi, hein, mais peut-être voir déjà qui a réactualisé récemment sa formation Plessica. C'est des choses qu'il va falloir leur faire un petit état des lieux aussi. Moi, j'avais une question concernant. Alors, on a parlé de télexpertise, mais vous aviez parlé initialement aussi de téléconsultation. Nous, dans le cadre de notre projet de santé et de maintien à domicile, d'accès aux soins, on est en train de développer aussi dans le 4-5 un groupe de travail de téléconsultation assistée. Parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui se déplacent à domicile. Du coup, les plaies, c'est une des problématiques qui a été abordée. Je me demande si cet outil-là permet une consultation assistée, une téléconsultation assistée, comment ça se passerait et dans quel cas c'est pertinent de passer d'une téléexpertise où on envoie une photo à une téléconsultation assistée avec donc en tripartite. C'est une question qui est très intéressante parce que j'ai beaucoup parlé de la téléexpertise, effectivement, mais très peu de la téléconsultation. La téléconsultation, donc, c'est quand le praticien expert, en l'occurrence moi et mon équipe, est face au patient sur son téléphone. La téléexpertise, c'est pas le cas. Le patient n'est pas entre nous. C'est 2 praticiens qui discutent ensemble. Si moi, je justifie, après une téléexpertise, qu'il faudrait que je discute avec le patient ou que je vois sa plaie en live, que je vois l'infirmier la manipuler, que j'ai besoin de critères un petit peu plus vie réelle, et ben à ce moment-là, je déclencherai une téléconsultation et il y aura des créneaux dédiés. Et moi, ce qui m'a semblé hyper utile, en fait, j'ai vu en congrès il y a 2 ans le réseau CICAT Occitanie qui parlait un petit peu de leur efficacité, et c'est là que je me suis dit que l'été de la téléconsultation était vraiment superbe pour la prise en charge des plaies. Donc c'est IMAI, un territoire qui est immense en Occitanie, le réseau CICAT Occitanie, d'homoplaies. Et il y avait un petit clip qui montrait un infirmier un petit peu esselé face à une plaie qui était pratiquement chirurgicale avec un gros travail de parage, de découpe, de fibrille, de nécrose chez un patient douloureux et âgé qui était à 300 km, qui ne pouvait pas se déplacer. Et donc l'infirmier avait pris rendez-vous avec le médecin expert qui a des créneaux dédiés. Il fait la route, il va au chevet du patient, il pose son téléphone à proximité, et puis en live, le médecin guide l'infirmier, prends ça, prends ta pince, coupe ci, coupe ça, et donc on a vraiment un téléguidage en fait en temps réel. C'est quelque chose qu'on peut faire, et ça me semble vachement intéressant pour épargner du transport à des patients qui sont parfois peu déplaçables et dans des déserts un petit peu médicaux avec des infirmiers qui sont parfois un petit peu esselés. Mais ouais, la téléconsultation, c'est le 2e pan. Donc là, il y aura pas mal de créneaux qui seront dédiés à ça aussi, mais la téléexpertise débouche souvent sur la téléconsultation, qui n'est pas valorisée de la même manière.
Et puis le téléguidage non plus. Parce qu'il me semble que quand l'infirmier fait le geste téléguidé par le médecin expert, là aussi, il y a une rémunération qui est prévue par la sécurité sociale. Quelques questions dans le chat. Ouais, alors la formation labo prévue vers l'étang de Berre. Non, la prochaine, c'est dans les murs de la PHM, d'ailleurs, c'est le 4 avril. Et après, ouais, j'en ai un peu tous les mois, mais je t'enverrai tout ça par message, Marie. Après, pour la question de Marilyn, quelle est la démarche à suivre pour une infirmière qui souhaite se faire référencer? Je pense qu'il faut qu'elle se rapproche d'un CPTS. Voilà, exactement. Voilà, on est tout à fait d'accord. Parce que sans le CPTS, ça va être compliqué, finalement. Vous allez devoir forcément passer par l'adresse mail, qui va être, au bout du temps, un petit peu archaïque. Mais la CPTS en premier, quoi. Oui, puis si je comprends bien, l'adresse mail, il n'y a pas de rémunération et du coup, ça ne valorise pas toute l'activité qui est faite. Ouais. Et ça risque de poser un problème de pérennité sur ce parcours. Oui, et puis de confidentialité aussi, parce que ça a beau être une adresse mail à PHM, il faut qu'on se mette à jour, en fait, quoi. Hein, c'est tout, mais ouais, Rofim, payer de sa poche Rofim quand on est une infirmière libérale, c'est pas possible. Il faut être encadré par une CPTS. Bonjour, du coup je suis Marilyn, donc je suis infirmière. Alors par contre je fais partie d'un centre de santé à PHM, je travaille aux Égalades. Donc du coup il faut également se faire référencer au niveau de la CPTS ou pas? Alors si... non, je crois pas. Un centre de santé à PHM, c'est vrai que c'est comme l'hôpital. C'est un service de consultation de l'hôpital. Donc, a priori, vous allez être doté de Rofim, enfin, je pense, hein, ouais, vous allez avoir de la publicité qui va vous dire que Rofim est disponible pour vous. Du coup, si vous faites partie de la PHM, vous allez l'avoir. On va se renseigner, Marilyn, pour pouvoir vous répondre, mais ça serait vraiment intéressant que la téléconsultation soit déployée dans les centres de santé. C'est une très bonne question, Marilyn. Ça paraît vraiment très très probable que ça fonctionne bien. Parce un médecin du centre aurait dû venir avec moi au webinaire, mais il n'a pas pu. Il a été débordé ce matin, il a été un peu pris de court, donc du coup, il n'est pas avec moi. Mais on était intéressés tous les deux parce qu'on a déjà des téléconsultations pour la dermato. Et voir s'il y avait possibilité de faire, étant donné que nous, on est dans les quartiers nord et en lien avec l'hôpital et la ville déjà, parce qu'on a un réseau ville-hôpital, quoi. Oui, mais c'est quel logiciel que vous utilisez du coup pour vos consultations dermato, vos téléconsultations dermato? Alors, celui-là, je ne connais pas. C'est le médecin qui aurait pu répondre, mais normalement, il y a un dermatologue qui va venir une à deux fois par mois sur le centre de santé des Égalades à partir d'avril, du service docteur de la Porte de l'hôpital Nord. Donc, c'est des consultations qui vont être mises en place ici sur le centre. Super, ça vous avez trouvé un dermato, bravo à vous. Denrée extrêmement rare. Mais ouais, alors, normalement, ça va être déployé chez vous aussi, Rofim. Hein. Je pense que ça va être un logiciel que vous allez être amené à utiliser régulièrement. Oui, parce qu'on a c'est l'outil qui a été choisi pour la PHM. D'accord, ok. De toute façon, on est sur la PHM, on a deux logiciels. On a le logiciel médical centre de santé et le logiciel AxeGate. Donc, on a tous les accès, en fait. C'est bon, alors. Ouais. Si vous avez AxeGate, ça va le faire. Mais bien que Rofim ne soit pas implémenté dans AxeGate. Hein. On a vraiment tenu à ce qu'il soit séparé des deux. Parce que tous les hôpitaux du GHT n'ont pas AxeGate. Donc, c'est vraiment deux entités séparées pour que tout le monde puisse y accéder, notamment. Mais oui, si vous avez AxeGate, a priori, vous êtes dans la liste de diffusion de l'outil numérique. Ouais. D'accord. Ça marche. Merci. Merci, Marie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Bon, très bien. Voilà. On vous remercie tous pour votre participation. Merci. Voilà. La prochaine date viendra par les canaux habituels. Et on vous remercie. Mais merci à vous. Voilà. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon projet. Et c'est un beau projet de l'hôpital. Et moi, je suis heureuse que si on peut, que ça fonctionne. Et vraiment, on est à la recherche de. Si on peut agir un petit peu comme des facilitateurs,
c'est ça va fonctionner parce que c'est à la mode et puis que vraiment j'ai l'impression qu'on attrape le train au bon moment. Ça va le faire parce que vous êtes nombreux en plus et nombreuses à vous intéresser manifestement à la problématique. Donc vous allez avoir de nos nouvelles. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que par un moyen ou un autre, vous allez un petit peu avoir la possibilité de ce qu'on met en place maintenant depuis plusieurs mois et qui va se concrétiser enfin. Donc merci à toute l'administration de m'avoir invité aujourd'hui. Pour votre information, donc le webinaire sera publié sur YouTube dans quelques jours. On a une playlist dédiée sur la chaîne de la PHM sur YouTube, si vous voulez le revoir. Je deviens youtubeur, c'est un vrai. Comme toi, hein. Influenceur, voilà, enfin. C'est ce que 65% des jeunes veulent devenir aujourd'hui. Donc. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. 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 Merci beaucoup.